Bonjour, bonjour à tous. Pour cette nouvelle interview, notre héros du jour est Nicolas Rimbaud. Nicolas que j'ai eu le plaisir de découvrir il n'y a pas très longtemps, Nicolas, parce qu'en fait, on s'était toujours vu via Zoom et je me suis sentie très petite quand je me suis retrouvée à côté de toi. Parce que Nicolas a été basketteur, donc il a la taille d'un basketteur et moi j'ai plutôt la taille d'une petite femme, donc ça fait un grand décalage. C'est vrai, mais en même temps, la bonne taille c'est toujours d'avoir les pieds qui touchent par terre. Donc de ce point de vue-là, on est servis tous les deux. D'accord, merci. Moi je te taquine sur ta taille, j'espère que c'est pas un sujet... Au contraire, tout va bien. D'accord, ok. Alors, Nicolas, j'ai juste dit que tu étais basketteur, mais j'aimerais que si tu arrives à te présenter de manière un peu plus précise que ce que je viens de dire, qui était plus le joke qu'une vraie présentation. Allez, on y va. Donc, je m'appelle Nicolas Rimbaud. L'univers qui est le mien, tu as raison, c'est le sport de haut niveau et plus particulièrement le basketball. J'adore ce sport. J'y ai joué depuis que je suis tout petit. J'y ai travaillé puisque pendant 10 ans, j'ai travaillé au sein de la Fédération française de basket où j'étais le responsable de la formation des cadres. Je manageais 80 collaborateurs. J'ai eu la chance d'être entraîneur adjoint de l'équipe de France junior garçon, la génération Tony Parker, Boris Dio, Ronny Turiaf, qui tous ont été champions NBA. Et ce que j'ai décidé de faire de ma vie, c'est de dédier ma vie maintenant à comprendre et à analyser plus finement chaque jour comment l'humain fonctionne en contexte de pression et du coup à accompagner les performeurs, les leaders et les entrepreneurs qui veulent finement travailler sur le couplage de leurs pensées, de leurs émotions et donc de la communication d'eux avec eux dans leur mindset, puis de leur rayonnement sans chercher à briller vis-à-vis des autres et ça c'est donc l'aspect leadership. Écoute, j'ai tout de suite envie de rebondir quand tu dis le rayonnement sans chercher à briller. Est-ce que tu pourrais préciser ça? Ouais, parce que souvent être un leader, on se pose la question, est-ce que je dois avoir du charisme? Est-ce que je dois prendre la place? Est-ce que je dois être devant les autres? Et pour moi, être un leader, c'est quelqu'un qui essaye de... Il y a du bruit à côté, mais nous, on sait faire et on sait s'adapter à toutes circonstances. Donc, on va continuer. Donc, on va faire... Voilà, voilà, voilà. Donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de l'idée par l'exemple, d'emmener les personnes, d'accompagner, de montrer la voie et surtout avec un enjeu qui est fondamental, tu parlais de taille tout à l'heure, qui consiste à faire grandir les autres. Et mon sentiment, c'est que je rayonnerai en faisant grandir les autres et non pas en cherchant à prendre la lumière moi, c'est-à-dire à briller, mais plutôt à la renvoyer vers les autres. Ok, c'est presque faire comme un effet miroir. Ouais. De renvoyer comme ça. C'est ça, faire un effet miroir. Ouais. Absolument, mais tu vois, j'ai fait le geste et je sais que tu y es sensible dans tes accompagnements. Donc effectivement, c'est de ça dont il s'agit selon moi, bien évidemment. Ok, super. Écoute Nicolas, en fait, j'adore ce que tu partages parce que les gens qui me suivent, en fait, souvent c'est pour des changements professionnels. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que... donc tu as toujours été dans le monde du basket, si j'ai bien compris, mais tu as quand même passé de... Tu me disais carrément fonctionnaire, hein, fonctionnaire à indépendant. Donc, est-ce qu'il y a eu un événement déclic, un moment déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as quitté le salariat pour aller dans l'indépendance? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cas, je suis vraiment parti de ce que je qualifie de très à part du salariat. Et en fait, si on devait avoir l'indépendance ici, le salariat là, pour moi, il y a, sans que je te mette de claque, de fonctionnaire ici. Le fonctionnaire, c'est quand on a passé un concours de recrutement et qu'on se dit, ok, c'est bon, désormais, j'aurai un salaire jusqu'à la fin de mes jours, quoi qu'il se passe. Et en fait, la vie est rigolote et fine, puisque j'ai franchi ce pas de fonctionnaire à entrepreneur. Comment ça s'est passé? Quel en a été le déclencheur? En fait, c'est un événement de vie, c'est une rupture, c'est un chaos. Pendant plus de 9 années où j'ai travaillé à la Fédération française de basket, tout s'est passé magnifiquement. J'avais l'impression pendant ce temps-là de ne pas travailler pour le coup, de rayonner, d'œuvrer, de partager autour de ma passion, bien qu'en y consacrant beaucoup de temps. Et puis à un moment donné est venu le jeu des humains qui a consisté en des choses que je qualifierais à ce jour comme des jeux de pouvoir, des jeux d'ego, des jeux d'influence possiblement manipulatoires qui m'ont amené à prendre la décision de dire ok, bien que je sois fonctionnaire, il est temps pour moi d'aller faire autre chose ailleurs. Je ne savais pas véritablement quoi à ce moment-là, mais c'est vraiment une rupture relationnelle de valeur et de confiance qui m'a amené à prendre ce choix en fait.
D'accord, ok. Donc rupture de valeur, hein, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Okay. Du coup, ouais, en tout cas moi chez les personnes que j'accompagne, il y a souvent cette rupture de valeur où tout d'un coup, oui, tu parles du relationnel, des jeux de pouvoir, et aussi parfois dans ces jeux de pouvoir, il y a beaucoup d'administratifs qui viennent parasiter le sens qu'avait le métier au départ, dans le choix du départ en fait. Alors dans mon cas à moi, il n'y avait pas de rupture de sens. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais puisque je suis là pour témoigner de mon expérience, dans mon cas à moi, il n'y avait pas forcément de rupture de sens dans l'activité, dans le fait, pour le coup, de rayonner, de manager ces personnes, de développer ce que j'avais à développer. Ça a été uniquement relationnel, mais je comprends que souvent ça soit une rupture et une quête de sens. Et puis, du coup, j'ai envie de te poser cette question parce que les personnes qui viennent à moi, souvent ont une grande peur au niveau de la sécurité financière. C'est quelque chose où je vois qui bloque même pour investir dans un accompagnement en fait. Donc comment toi tu as géré ce changement d'une forme de sécurité, même si, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on voit maintenant que d'être salarié, c'est pas forcément la sécurité, hein, dans les circonstances actuelles, mais quand même, il y a cette croyance qui a relativement répandu dans l'inconscient collectif, que quand on est salarié, on ne risque pas grand-chose. Oui, ben, j'en témoignais tout à l'heure en disant, dans mon cas à moi, quand j'avais passé ce concours de recrutement pour avoir ce job de fonctionnaire, je me suis dit, ça y est, tu as un salaire jusqu'à la fin de tes jours. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, il y a de l'insécurité, de l'instabilité, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit fonctionnaire, je peux en témoigner. Et ce qui est important, en fait, c'est que cette question de la sécurité financière, à ce moment-là, on se dit, en tout cas je peux parler pour moi, on se dit ouais mais du coup est-ce que je vais vraiment franchir le pas? Est-ce que je peux passer sur un autre mode de vie et donc de rémunération? Est-ce que je peux m'engager dans un accompagnement avec Anne Chantal? Parce qu'on est très accro à la question de la sécurité. Et moi ce que j'aime beaucoup dire c'est que quand on veut rester accro sur la sécurité alors qu'on a une quête de liberté, sans aucun doute on perdra les deux. Et en fait, plus on va vers le chemin de notre liberté, plus on y trouvera de la sécurité dans notre liberté. Mais souvent, ce qui nous empêche de prendre ces décisions d'engagement, ce petit pas qu'on a à faire pour aller vers un autre projet, c'est le manque de sécurité qui nous empêche de l'exprimer. Et j'observe qu'on perdra et la sécurité et la liberté en restant là où on est. Moi, dans mon cas, je me suis dit, je vais entreprendre. Dans mon histoire de vie, ça a été de créer un projet entrepreneurial avant que je mentore des dirigeants et des performeurs comme je le fais maintenant. Un projet entrepreneurial qui était de co-créer la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça, je vais prendre des risques. Effectivement, ça va mettre dans l'insécurité ma famille. Mais je sens que si je ne fais pas ça, il va se passer quelque chose. Et c'est souvent révélé sous la forme soit d'une pathologie, soit sous la forme d'autres types de ruptures personnelles au sein du couple éventuellement. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte quand on se dit quel est ce risque justement que je cours. Oui, tu as parlé de prendre le risque et avec cette conscience que ça allait avoir un impact sur la famille. Et là aussi, quelle a été la réaction de ta famille, justement, de ton entourage quand tu as démissionné? Parce que je sais que là aussi, parfois on a un entourage qui nous aide, mais on peut aussi avoir un entourage qui nous freine parce qu'ils projettent leur propre peur et ça peut devenir très compliqué. Donc comment toi tu as vécu, comment ton entourage a vécu ce changement et qu'est-ce que ça a généré chez toi? Alors moi c'était plutôt le deuxième cas de figure, c'est-à-dire l'entourage en mode mais qu'est-ce que tu fais? C'est incompréhensible, pourquoi? Comment on va faire? Donc j'ai vraiment reçu ça et donc la projection des peurs en l'occurrence de plein fouet. Et je ne lui fais pas injure, c'est la réalité. Ma femme me disait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que très vite tu répondes à des annonces, à des offres d'emploi. Elle-même me cherchait des offres d'emploi, alors que je venais d'un univers qui était très spécifique. Certes, je suis très diplômé, j'ai beaucoup de compétences à mon actif, mais dans l'environnement du sport à proprement parler à cette époque, maintenant j'ai multiplié ça dans les champs de l'entreprise. Et elle était en mode, il faut que tu trouves un emploi très vite, réponds pour redevenir salarié, que je n'étais pas, mais qu'elle était. Et en fait, bien sûr que c'est important de tenir compte de la vie qu'il y a des gens autour de nous, mais d'ailleurs c'est un axe de leadership pour moi. Tenir compte de la vie ne signifie pas suivre la vie. Et prendre sa responsabilité, c'est comment est-ce que je peux entendre ce que l'on me dit, le challenger, pas le confronter, mais le challenger positivement avec ma vision et ce qui m'anime et ce que j'ai envie de faire, et voir si est-ce que je suis la vie. Dans certains cas, ça nous aide et ça nous éclaire, et dans certains cas,
je réconforte la personne sur le fait que j'ai entendu ton avis, je comprends ce que tu dis, mais je souhaite me donner la chance de m'engager dans cette voie parce qu'elle est importante pour moi et de le négocier constructivement, positivement pour s'engager sur le chemin qui nous semble être le bon. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu partages. Moi, quand j'ai mon mari qui est parti indépendant plusieurs années avant moi, j'étais dans une trouille, mais crasse quoi. Vraiment, j'étais très inquiète. On avait 3 enfants aux études supérieures. Enfin, je me disais, mais il est complètement fou. Et lui, il avait décidé de ne pas voir. Et j'avais pas non plus envie de le freiner. Donc moi, j'ai repris. Je travaillais pas à 100%, mais du coup, j'ai repris un travail à 100% pour m'occuper de mon insécurité. C'est ça. Et le laisser vivre son truc. Et je peux voir tout ce que ça après nous a permis de vivre, parce que son expérience m'a permis, moi, quelques années après, d'avoir ce courage d'arrêter le salariat. À ton tour. À mon tour. Et ouais, c'était vraiment... et c'est joyeux. En tout cas, la vie qu'on a maintenant, je ne l'échangerai contre rien. Et j'ai envie, ça me fait arriver à la prochaine question. Ça veut dire, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans l'activité que tu as maintenant par rapport, je dirais, si tu avais 5 mots de ta vie d'avant et 5 mots de ta vie de maintenant, ou 6 ou 3, tu vois, je ne suis pas fixée sur le chiffre, mais qu'est-ce que ça serait? Pour moi, c'est la liberté, c'est la créativité, c'est l'inventivité, c'est l'engagement et c'est très égoïstement faire ce que je veux. Très égoïstement faire ce que je veux, ce qui m'anime. Le paradoxe, c'est que je travaille beaucoup plus qu'avant, mais que je choisis ça. Personne ne me dit de faire. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaille les week-ends, parfois les soirs, à des horaires décalés par rapport à d'autres. Mais c'est vraiment... tu me demandes des mots et j'en donne certainement trop, mais la connexion à ce qui m'anime, ce que je suis... moi, je décide qu'il n'y ait pas une journée à l'issue de laquelle, au moment où je me couche, je n'ai pas appris une nouvelle chose sur le fonctionnement de l'être humain. Et pour moi, c'est de m'arranger pour construire cette chose-là sur chacune de mes journées. Et c'est tellement joyeux. Donc en fait, c'est vraiment ce sentiment d'être au sens large, de liberté, de décider ce que je veux. Bien sûr que j'ai des contraintes avec des prestataires, des gens que je dois manager pour développer ce que je fais, des clients auxquels je dois effectivement servir beaucoup de valeur dans des temps prescrits, etc. Mais c'est la possibilité que j'ai de décider de ne pas choisir un client, de ne pas mettre en place un projet et d'en choisir un et de m'y investir énormément qui est le plus extraordinaire en fait. Est-ce que si, enfin j'entends hein, toute cette motivation qu'elle a, cet élan, cette envie, je vais avoir 2 questions, mais je vais déjà commencer la première. Est-ce que tu peux dire que tu as vraiment trouvé ton projet de cœur quelque part et que ta motivation, elle vient justement de tes tripes quelque part, de quelque chose qui est vraiment profond chez toi et moi j'appelle ça notre contribution, ce à quoi tu as envie de contribuer? Ouais, déjà, pour moi, le business et l'entrepreneuriat, c'est la contribution, c'est le fait de servir les autres. C'est de comprendre quelle est la valeur qu'on a en nous et de comment on peut la faire rayonner là encore le plus largement possible. Et oui, pour moi, c'est exactement ce que tu décris. C'est en sachant que c'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que moi, je sais que je serai accompagné toujours. Parfois, par certaines personnes avec les mêmes mentors et parfois à des moments successifs d'élévation de moi. Mais dès lors qu'on arrive à identifier ce pourquoi on est là et comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur aux gens, répondre positivement à leurs problèmes et les aider à cheminer, c'est absolument extraordinaire parce que ça vient clairement de nous et on sent une réelle légèreté par rapport à ça. Donc oui, je ressens ça absolument. Tu es presque clairvoyante sur le sujet. Et comment tu l'as trouvé? Comment je l'ai trouvé? Qu'est-ce qui t'a aidé à dire mais c'est ça que je veux faire et c'est ça qui me fait vibrer et que j'ai envie de... Il y a plein de choses. Il y a des tâtonnements. Ce qui m'a aidé à y arriver aussi, ce sont des erreurs. C'est plein de moments d'introspection. C'est plein de moments où j'ai été coaché, mentoré, où des personnes m'ont permis de jouer sur le miroir que tu évoquais tout à l'heure. C'est plein d'expériences où j'ai essayé d'aller dans des champs qui n'étaient pas les miens et où j'ai vécu beaucoup de douleurs, de difficultés, de déceptions, de trahisons. C'est toutes les fois où j'ai tenté des choses et je me suis rendu compte que ça marchait. Ça marchait veut dire il y a des gens en face qui sont... Je t'écoute, mais je vais aller demander... Vas-y. C'est toutes les fois.
c'est toutes les fois où j'écoute les gens me faire des feedbacks comme quoi ce que je leur propose leur convient. Et je pense que c'est d'emblée se dire, j'imagine ce que je peux faire, j'imagine ce que je peux servir. Là encore, dans le programme dans lequel on est ensemble, ouais. Je vous ai parlé de ma passion du basket et j'ai eu, en vous la présentant, parce que c'est juste un exercice de prise de parole en fait, des confirmations de ce que je fais, à savoir les valeurs de ce sport qui sont un mix subtil et délicat entre l'individuel et le collectif, la non-violence à travers les règles fondamentales de ce sport, la complémentarité des valeurs. Je me rends compte que je suis dans ce sport depuis le début, mais que je n'avais pas identifié ce qui était là. Et en fait, c'est observer tous les événements de vie qu'on a pu avoir et identifier ceux qui, à la fois, fonctionnent, je dirais, en termes de business et en termes de plaisir à y passer. Moi, j'appelle ça les compétences et les appétences en les croisant. Et une fois qu'on met le doigt, qu'on se rend compte qu'on est dans le juste, que ça fonctionne, d'appuyer dessus, d'amplifier, de développer davantage et de continuer à voir si dans des petites parties périphériques de cet endroit où on a appuyé, on peut aussi servir encore davantage et différemment. J'aime bien ta manière d'expliquer. On trouve quelque chose qui est peut-être un peu grossier, je dirais. Oui, hein, oui. Et que quelque part, petit à petit, c'est comme si on enlevait des gravats, de la terre, et que le diamant se montrait toujours plus et pouvait du coup rayonner toujours plus largement et peut-être précisément. Ouais, ben, je n'ai rien ajouté à ça. Tu sais dire oui, très très pertinent. Et j'avais encore quelque chose, c'est, tu as parlé de défis. Est-ce que tu aurais une anecdote d'un des défis que tu as dû dépasser qui a été peut-être particulièrement apprenant? Parce que, enfin, je pars d'un a priori que quelque part on grandit dans nos défis, ce qui n'est peut-être pas le cas, donc voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Mais si ce n'est pas le cas, c'est OK aussi. Hein. Non, moi, c'est tous mes plus grands défis et toutes mes plus grandes difficultés et tous mes plus grands échecs ont été les chemins d'évolution les meilleurs pour moi. Ça pour moi c'est plus qu'une conviction, c'est une certitude. Ce pourrait être le fait d'avoir créé mon premier projet entrepreneurial, la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France, de m'être associé avec des personnes avec qui je n'aurais pas dû le faire et avec lesquelles j'ai pris conscience justement que ces gens-là n'étaient pas dans une version de l'entrepreneuriat qui était créer de la valeur, mais plutôt soutirer de l'argent à d'autres, pas à moi nécessairement, mais à d'autres, et de comprendre que du coup, c'était pas l'axe pour moi. Donc ça a été un défi important puisque j'ai pris moi-même la décision de provoquer la liquidation judiciaire et du coup de m'endetter pour stopper. Et ça m'a fait grandir. Dans l'instant, j'en ai pris aucunement conscience, mais quelques années après, oui. Et puis des défis qui peuvent sembler plus légers comparativement à ça, mais qui ont été importants pour moi. J'ai fait 2 talks TEDx, 2 conférences TEDx pour la première. Donc ça, pour moi, c'était un des rêves de ma vie, d'être speaker sur une conférence TED. Première fois que je candidate, il retenait 8 speakers, j'étais le 9e à être pris. Donc ça m'a renvoyé plein de choses, à tel point que je me suis dit, ok, possiblement je laisse tomber, c'est pas pour moi, tant pis. Et je me suis dit, après avoir digéré un peu le sujet, allez, j'y retourne. Et l'année d'après, j'ai été pris pour ce TEDx-là et c'était magnifique puisque le thématique de la 2e année était humanité et comment déployer l'humanité, et ça me correspondait en fait largement plus. Donc c'est d'accepter des fois quand ça se passe pas comme on veut. Si ça nous semble juste de persévérer, il faut continuer. Et autre exemple, comme j'ai fait 2 TEDx, le second, 2 ans après, devait a priori être assez facile. J'en avais déjà fait un, j'étais le seul, je crois, du groupe du second à être à mon 2e. Donc j'étais un peu en mode sécure là-dessus, et en fait ça a été super insécure. Je suis allé visiter des choses plus profondes, plus anciennes. J'ai eu... on a toujours un coach, prise de parole, et je suis à l'aise sur la prise de parole. Je fais des conférences devant plusieurs centaines de personnes habituellement. Et une coach qui est venue me farfouiller sur des trucs très introspectifs, une organisation très exigeante sur des sujets particuliers me concernant. Et du coup, ça a été plus délicat et plus difficile que le premier. Et pour moi, c'était chouette parce que après coup, pas dans l'instant, parce qu'après coup, c'est de se dire, ok, c'est pas parce qu'on a déjà réussi des choses que tout doit être dans la facilité derrière, et que chaque nouvelle expérience amènera son lot d'incertitudes, de challenge pour soi. Et ça, c'est chouette parce que du coup, ça m'a encore aidé à grandir à nouveau une première fois. Mais vraiment, par rapport à ta question, c'est les défis, on en rencontre toutes et tous. Tu en rencontreras encore dans ta vie, moi également. Ouais. Et dès lors qu'on accepte ça et qu'on se dit, tiens, face à un défi, face à ce défi-là, comment je vais me situer? Comment je vais mettre de la conscience sur mes pensées, mes émotions face à ça? C'est-à-dire comment je communique avec moi-même. Et du coup, comment je vais ensuite aller communiquer avec la personne
qui est dans la relation possible de ce défi, ça changera tout sur notre grandeur, au sens premier du terme, pour revenir sur ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est-à-dire sur l'accroissement de notre leadership, mais du coup sur l'amélioration de la relation avec les autres. Ok. Oui, j'aime bien quand tu dis, ça nous permet de grandir et en même temps, ça a des effets sur la relation avec les autres. Et je vais peut-être revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Je t'avais dit que je te posais 2 questions et en fait, finalement, je ne l'ai pas posé, mais je crois que c'est plus une réflexion qu'une question. C'est que c'est vrai qu'on a souvent peur de maltraiter notre entourage quand on change comme ça, enfin un changement professionnel. Et moi, ce qui m'aidait, c'était de me dire, mais est-ce que j'ai envie que mes enfants apprennent qu'il faut que je me sacrifie pour qu'ils puissent, eux, être heureux? Ou est-ce que j'ai envie de donner comme exemple l'exemple de quelqu'un, oui, qui a des peurs, mais qui ose les traverser et qui ose aller vers ce qui lui plaît? Et là, pour moi, la réponse, elle était tellement évidente. Ah, ça me touche beaucoup parce que moi, comme je travaille sur le mindset, l'état d'esprit, avec une appellation que j'utilise qui est mindset de gagnant, à un moment donné, je me suis fait renvoyer par ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes 2 enfants, que tout ce que je faisais, en apparence en tout cas, je le réussissais, que c'était facile, que c'était qu'il fallait pas se plaindre, qu'on prenait notre responsabilité, tous ces sujets-là. Et ils m'ont tous renvoyé de façon différente, que c'était chouette aussi si je pouvais leur montrer que des fois je peinais, et c'est le cas, que des fois c'était difficile, que des fois ça se passait pas comme je voulais, alors qu'en fait quand un sujet se passe pas comme je le veux, je ne dis rien à personne, j'avance, je programme mon mindset et j'y vais. Et du coup, tu vois, je trouve ça énorme ce que tu apportes là, parce que je me suis rendu compte que ce soit auprès de mes enfants, mais aussi de ma communauté ou des gens que j'accompagne, plus je me montre dans ma fragilité, mon authenticité, ma vulnérabilité, plus je rayonne, pour revenir sur ce que tu dis, et autrement dit, plus je donne l'autorisation à l'autre de se dire, mais c'est ok des fois, je vais utiliser un gros mot, foirer un projet ou se prendre les pieds dans le tapis, etc. C'est ok, ça arrive à tout le monde. Et c'est un chemin qui a été long et difficile à faire pour moi et que je suis en train de faire. Et la deuxième pensée que ça m'a amené, ce point que tu soulèves, c'est par rapport à ma fille qui a 12 ans, d'être dans tous mes comportements avec elle, d'avoir les comportements que je voudrais que son futur mari ou homme de sa vie ait pour elle. Dans l'élégance, dans l'attention auprès d'elle, dans le fait, sans être parfait, mais d'être vraiment cette personne que je trouverais idéale, mais non parfaite. J'aime l'idée qu'on soit des champions de l'imperfection, que je voudrais qu'elle ait dans sa vie. Et ça, pour moi, ça m'aide aussi beaucoup. Ah oui, j'avais jamais vu les choses comme ça. C'est une bonne idée aussi. Là, j'ai perdu le fil. Je dis que ça m'a amené, je me suis éloignée vers mes enfants comme ça. Ben oui. Et il faut que je revienne. Ou pas. Ou pas. Non, mais je vais revenir. Quand tu parles justement de ne pas montrer notre vulnérabilité, moi, ce que je sais, c'est qu'à tout changement, nos fragilités, nos vulnérabilités réapparaissent. Et que plus on ose le défi, plus, ça ne veut pas dire qu'elles viennent plus, mais j'ai la sensation qu'on les traverse plus facilement. Je ne sais pas si ça te parle, comment ça résonne en toi, par rapport à tous ces défis qu'on peut avoir mais en tant que salarié, la même chose. De toute façon, je pense que ça fait partie du vivant. Mais est-ce que ça te parle, le fait que quelque part, je ne dis pas qu'on s'habitue au changement, mais qu'on s'habitue à la déstabilisation peut-être? Ouais, en fait, plus on embrasse au sens premier et deuxième du terme la déstabilisation, plus on embrasse la vie dans tout ce qu'elle est. Et je dirais, plus on embrasse aussi cette part vulnérable et fragile de nous, plus on devient puissant. Et c'est complètement contre-intuitif, c'est complètement paradoxal. On a l'impression que ça n'est pas ça. Mais pour moi, je reprends ça un autre exemple. J'étais adhérent au CJD, Centre des jeunes dirigeants en France, un regroupement de dirigeants d'entreprise qui veulent se retrouver pour partager des valeurs, des formations sur soi, etc. Et à un moment donné, j'arrivais plus à tenir la rythmicité des réunions parce que à l'époque, mon fils avait des problèmes de santé. Et je me fais challenger, pour pas dire je me fais rentrer dedans,
donc critiqué par une organisatrice de cette structure-là parce que je viens plus au rendez-vous, etc., etc. Et j'ai dit ok, très bien, je viens ce soir, je vais vous expliquer. Et j'y suis allé et je me suis effondré en larmes devant eux en disant ok, je suis plus là, je ne peux pas. Mon fils est à l'hôpital, j'arrive pas à suivre, etc., etc. Et je leur disais, et je veux pas me montrer comme ça devant vous, mais c'est ce qui se passe. Et donc là, ce soir, ben voilà, je suis contraint de vous montrer ça. Et en fait, du coup, j'ai eu des retours auxquels je m'attendais pas, mais quelle grandeur tu as, quelle puissance tu as, c'est extraordinaire ce que tu fais, ce que tu vis, etc. Alors qu'en fait, je venais de me faire critiquer et je venais de montrer que j'étais fragile. Tout ça pour dire que c'est un chemin difficile parce que dans la vie, on met tous des masques sociaux et on veut tous se montrer sous notre meilleur masque. On veut parfois s'apprêter avant une interview, etc., etc. C'est un petit clin d'œil parce que je lui ai dit, je remonte en chambre un peu me préparer pour l'interview. C'est un petit clin d'œil et en fait, l'enjeu pour nous, c'est juste un clin d'œil très amical, tu le sais. Oui, pour je nous, le prends pas mal du tout. Non, il n'y a aucune raison. L'enjeu pour nous, c'est, ok, on aura toujours un masque social. Là, quand vous me voyez parler, il y a forcément un masque social, mais c'est qu'il soit le plus fin possible et qu'on ait de la conscience sur ce masque-là. Et ce qui nous fait rayonner encore, c'est quand le masque, il est là, mais qu'il est en même temps un petit peu poreux, parce qu'on accepte de montrer qu'on n'est pas toujours au top. Et bien ça fait les fameux rayonnements qui vont partir. Et pour moi, le vrai mindset des gagnants, c'est celui-ci, c'est celui ou celle qui est capable de dire, dans l'exemple des personnes que tu accompagnes, moi avant j'étais dans telle situation, il y avait des avantages et des inconvénients, dans celle dans laquelle j'ai envie de m'engager là mais je suis pas sûr, je me sens en zone de fragilité, d'incertitude, de chaos, de difficulté, et j'ai le droit, et c'est ok, et je peux le partager avec d'autres. Ça ne fera pas de moi un loser, ça fera de moi quelqu'un qui est connecté à ce qu'il ressent, et pour moi c'est le début du succès en fait. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, parce que tu vas dans l'idée qu'il faut essayer. Et même s'il y a un échec, c'est pas grave. Tu as parlé de persévérance tout à l'heure. Et hier, j'étais en entretien avec Yannick Calin. Et je disais, mais en fait, le plus grand regret des gens en fin de vie, c'est de ne pas avoir eu le courage de faire ce qu'ils avaient envie de faire et d'avoir fait ce qu'ils pensaient que leur entourage voulait qu'ils fassent. Et je me disais, mais c'est vrai que finir sa vie en se disant zut, j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, et ne pas l'avoir fait. Il y a quelque chose qui doit être... ça doit être une grande tristesse et une grande déception, j'imagine. J'imagine, hein. Mais... Ouais, et je pense qu'on peut, dès lors qu'on prend cette prise de conscience très fortement, on peut changer notre vie. Beaucoup de personnes se disent, tiens, à la retraite, je ferai ceci, je ferai cela. Et moi, j'aime dire, mais pourquoi attendre la fin de la retraite? Typiquement, moi, un de mes rêves de ma vie, c'est d'avoir une belle maison au bord de la mer. Il y a quelques années de ça, je disais à la retraite. Et maintenant, je dis, mais je vais le faire très très vite. Très très vite. Pourquoi attendre ça? Et sur cet apprentissage du fait d'oser, moi j'utilise dans mes outils une méthode qui s'appelle la méthode des 3 A. La première des choses, le premier A, c'est apprendre à voir grand. Apprendre à voir grand, alors que lorsqu'on vient du salariat, on apprend à voir petit, on apprend à voir modeste, on apprend à faire ce qu'on a à faire et c'est tout. Donc s'autoriser à voir grand pour nous. Le deuxième, c'est accepter, le deuxième A, accepter le prix à payer, parce que oui, il y a un prix à payer qui puisse être économique, qui puisse être émotionnel, qui puisse être de connexion à cette déstabilisation qui se présente. Et le troisième A, c'est l'action massive, quotidienne, imparfaite. Action massive, quotidienne, imparfaite. AMQI, les AMQI. Pour moi, ça c'est important parce que on peut tous se dire, ok, très bien, allez, maintenant je me lance dans le projet, je vais dans le programme d'Anne Chantal, allez, je bosse à fond une journée et je m'arrête. Mais non. Je dois être intense pendant une journée, puis intense le deuxième jour, puis intense le troisième jour. Alors attention, je n'y consacre pas la journée. Je préfère ce que j'appelle la PPP, c'est-à-dire la politique des petits pas, mais où je suis dans de l'intensité d'action de façon très régulière. Et d'ailleurs, dans tous les champs de performance, sportifs ou entrepreneuriaux, la clé, elle est là. Et donc du coup, en réponse à ta question sur apprendre à oser, pour moi, je le connecte à mon premier A qui est s'autoriser à voir grand. Oui, ouais, s'autoriser à voir grand. C'est beau ces 3 A. C'est chouette comme idée. Écoute, Nicolas, je te remercie en tout cas tout plein. Merci avec beaucoup. Plaisir. Et pour ça, est-ce que si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui nous écoutent, qui sont un peu dans cette hésitation, donc en tout cas, tu as partagé plusieurs clés dont je me suis fait accompagner tout au long de ma vie.
enfin Absolument. mais même Oui, oui, oui. dans ce changement. Tout à fait. Donc ça peut être des fois, ne serait-ce que des personnes qui sont dans la même situation que nous. Hein. Ça peut être en intervision, donc des personnes qui sont, voire aller chercher vraiment des gens plus compétents. Mais si tu avais un conseil en disant, bah voilà, moi, si je devais recommencer ce changement, ça serait quoi Ok, je souhaite tout de suite minorer ce que tu viens de dire. Intervision, oui, mais intervision égale beaucoup moins de puissance que mentorat ou coaching. Clairement. Oui. Et ça, je le défends parce que c'est mon expérience. Et j'ai pu le voir de plein de personnes qui disent, bon, ben, on va se faire un groupe d'ateliers de parole, d'échange, mais c'est pas aussi puissant que quelqu'un qui nous donne la voix. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et la deuxième chose, c'est se poser cette question. Et moi, je me la pose souvent. Que me dirait la version de moi de dans 5 ans pour m'aider à prendre la décision que j'ai à prendre maintenant? Et ça, moi, ça m'aide toujours beaucoup parce que pour moi, j'ai déposé à l'INPI le concept de dépassement personnel. On connaît tous le développement personnel. J'ai déposé à l'INPI le dépassement personnel. Comment je vais aller chercher la meilleure version de moi de la façon la plus organisée possible. Et souvent, les gens que j'accompagne, je leur pose cette question. Tiens, si c'était le toi de dans 5 ans qui a atteint ce que tu vises, qu'est-ce qu'il te dirait? Et très souvent, il nous dirait, engage-toi, fais-toi confiance, vas-y, lâche tes peurs, elles ont leur place, et juste lâche-les au moment de ta prise de décision pour pouvoir t'engager. Et oui, moi je dirais clairement, fais-toi accompagner, et je ne vends rien en disant ça, je suis là dans ta vidéo à toi. Non mais sincèrement, parce que de toute façon, je vais te demander de dire où on peut te trouver quand même. Hein. Oui, mais c'est pas l'idée, c'est pas oui, l'idée. mais quand même, oui. C'est pas l'idée. L'intervision, c'est bien. Se mettre dans un programme, par exemple, avec Anne Chantal, qui est une spécialiste de ces sujets-là et dont j'ai pu voir la puissance dans tous les échanges qu'on a eus. Pour moi, ça change tout. Ça change véritablement tout. Tu ne m'accompagnes pas, mais je vois que tu peux accompagner plein de personnes qui sont dans les exemples de cette transition du salariat vers l'entrepreneuriat. Et j'aime l'idée que, en fait, c'est très éthique que je dise ça parce que c'est un des meilleurs conseils, puisque tu me poses la question, que je puisse donner aux personnes qui sont dans cette situation-là. Du coup, j'ai une autre question. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup desservi, je dirais, c'est que j'ai été élevée dans un milieu où on ne rêvait pas. Tu vois, donc c'était très compliqué pour moi de me projeter à 5 ans ou à 10 ans ou à 15 ans. Donc comment tu fais avec les personnes comme moi? Alors, je l'ai dépassé maintenant, mais comme moi qui... Comme moi avant aussi. Ou quelque part c'est comme si les ailes avaient été coupées, tu vois. Oui. Mais j'étais cette personne il y a encore pas longtemps. Et en fait, du coup, pour moi, c'est s'inspirer de mentors qui tout le monde ne l'a pas, mais qui ont cette capacité à nous autoriser à voir grand. Moi, un élément déclencheur, ça a été de vivre l'expérience de 4 jours à Londres avec Tony Robbins, Unleash the Power Within, où on arrive à intégrer dans ce type d'expérience, donc lui et d'autres mentors derrière, qui nous ouvrent juste le déclic à « Hey, tu as le droit de regarder dans le champ des possibles. Tu as le droit de t'autoriser à te dire que toi aussi, tu peux aspirer à ce que tu veux. » Et pour moi, c'est deux choses qui sont liées à la dimension de l'optimisme. On dit jamais précisément ce qu'il y a derrière l'optimisme. L'optimisme, pour moi, c'est avoir la conviction et la foi. J'aime défendre l'idée de la confiance en foi et pas dans la confiance en soi. Avoir la confiance en foi que dans le champ des possibles devant moi, il y a une immensité de possibilités d'une part, et d'autre part, me donner la capacité d'agir parce que je sais que j'ai pour le coup cette confiance en soi, en moi, sur mes ressources pour aller exprimer des choses dans ce champ des possibles. Et en fait, c'est de se connecter à ça. Ça peut être tout simplement de regarder sur les réseaux sociaux des mentors qui vont vous permettre de dire que cette ouverture, vous pouvez aller la chercher. Tu as été cette personne qui ne pouvait pas rêver grand. J'ai été cette personne où il fallait être vivons cachés, ne rêvons pas trop. Ouais, heureux cachés. On est heureux cachés. Ouais, ne nous autorisons pas à, etc. Et c'est s'autoriser à aller plus loin. Récemment, j'étais dans un avion où je voyageais en business class et il y a un papa qui passe avec son fils à un moment donné dans l'allée. Et le fils dit « Hey papa, c'est chouette là, on pourrait se mettre là. » Et le père dit « Ah non, ça mon fils, ça ne sera jamais pour nous. » Et ça, tu vois, ça casse les ailes dans l'exemple que ce que tu dis. C'est juste un exemple, peu importe business ou pas, mais c'est... Moi, typiquement, mon fils me dit « Je veux faire mes études à l'étranger et passer ma vie et vivre aux États-Unis. » Je lui dis « Fonce chérie, fonce. » Alors que mes parents ne m'auraient jamais dit ça à mon tour. Et en fait, c'est tout comme dans mon sport, un jeune qui dirait moi je veux aller jouer à NBA, ok très bien, vas-y. Et derrière, le conseil important, quel moyen vas-tu mettre en action et mobiliser pour te permettre de te donner l'opportunité d'y aller? Mais
C'est cette histoire d'ouverture du champ des possibles et ce que j'appelle l'empuissancement, donner de la puissance à l'autre, qui est un des éléments fondamentaux du leadership à mes yeux, que vous pouvez trouver chez plein de mentors. Pour commencer. Ouais, j'aime beaucoup, c'est quand même d'être inspiré par des personnes qui sont là où on n'aurait pas jamais imaginé être, et puis en les regardant, moi je me rappelle quand j'ai vu Martin Latulippe pour la première fois sur scène, je l'ai regardé, puis j'ai dit, moi j'aimerais une fois être là-dessus. Je sais pas quand ça sera. Ça viendra. Mais voilà. Ça viendra parce que tu te donnes les moyens de te projeter vers ça, tu t'autorises à voir ça, et après, comme tu t'autorises dans le champ des possibles et à connecter, à faire ce qu'il faut pour te faire identifier, ça viendra. En tout cas, je te remercie. Donc, quand même, parce que où les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, où peuvent-elles te trouver? Alors, elles peuvent me trouver sur ma page pro Facebook qui s'appelle Nicolas Rimbaud Mentor. Tout attaché, Rimbaud s'écrit R-A-I-M-B-A-U-L-T. Sinon, vous pouvez me trouver sur mon site internet nicolasrimbaud.com où vous pouvez tout simplement accéder dès le haut du site à 20 vidéos de secrets de champions qui sont partagées en 20 vidéos successives pour que vous puissiez comprendre quel est ce mindset, cet état d'esprit des sportifs, ou bien sur Instagram, ou bien sur LinkedIn, ou bien, c'est très facile maintenant avec les réseaux sociaux. Donc vous avez vu là, une petite recherche, tout va vous sortir sur Google. C'est ça. Et vous pourrez trouver Nicolas. C'est ça. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi Nicolas, ça a été vraiment un plaisir. J'ai beaucoup apprécié tout ce que tu nous as dit. Et à vous, je vous souhaite une belle suite de journée et à bientôt pour l'interview d'un nouveau héros. Bye bye!